Bonjour à tous, je m'appelle Clément Musier et vous écoutez le 13e épisode de mon podcast, le Club de la Loose. Et aujourd'hui, je suis entièrement seul. Parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait un podcast. Et je me suis dit, la flemme d'attendre quelques mois pour avoir un podcast. Et j'écoute de plus en plus de podcasts où des gens sont seuls. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Et en plus, ça tombe bien, parce que j'ai des choses à dire. Des choses importantes, comme les films qui sont nominés aux Oscars et au César aussi, parce que j'ai passé beaucoup de temps au cinéma cette année, et je trouve que il y a beaucoup de films, cette année il y a beaucoup de films qui tournent autour de la comédie musicale, et c'est pas un genre que j'apprécie particulièrement, enfin pas plus que ça, sauf quand c'est des très bons films, et cette année je pense qu'on a été régalé, que ce soit du côté français que du côté américain. Bien sûr j'ai pas vu tous les films qui sont nominés au César et aux Oscars, parce que sinon ça aurait fait beaucoup de boulot. Et puis j'ai la flemme aussi, des fois j'ai juste la flemme d'aller voir des films. Même si j'ai mon pass, au bout d'un moment, OSEF. Alors, les nominations aux Oscars 2025. Meilleur film, on a Anora, que je n'ai pas vu, The Brutalist, que je n'ai pas vu, Un Parfait Inconnu, que j'ai vu, que j'ai adoré, Conclave, Dune, deuxième partie, Emilia Pérez, Je suis toujours là, Nickel Boys, The Substance et Wicked. Alors, Anora, je l'ai pas vu, mais ma copine m'a dit que c'était pas mal, du coup je pense que faut que j'essaye de me le choper, je pense qu'il doit être sur Canal, je pense. Alors, The Brutalist, c'est un film qui parle, je crois, de la déportation des Juifs, avec le même acteur qui joue tout le temps des films de Juifs, Adrien Brody, oui. Et j'ai l'impression que ce mec, il fait que des films sur la déportation des Juifs. Ah, c'est parce que j'ai vu Le Pianiste, qui est sorti en 2002 sur lui, et j'ai adoré. Mais en fait, je dis n'importe quoi, parce qu'il a fait King Kong, Splice, Predator. Et si, j'avais un souvenir de lui dans plusieurs films de Wes Anderson, mais je sais pas pourquoi, je trouve sa performance dans The Pianist m'a tellement marqué que j'ai l'impression qu'il fait que des films comme ça. Ensuite, j'ai Un Parfait Inconnu. C'est un film que j'ai vu récemment, le film biographique sur Bob Dylan, et quand je dis biographique, c'est sûrement une erreur, parce que en fait on parle plus de sa montée dans les années 60 et pas le reste de sa vie. J'ai adoré. Je connaissais pas trop Bob Dylan, enfin je connaissais ses deux plus gros titres, mais je connaissais pas trop la controverse qu'il avait, et moi je vais vous dire que les biopics, c'est des films que j'apprécie particulièrement, parce que ça raconte une histoire souvent qui est vraie, même si il a été modifié avec un triangle amoureux, je crois, qui n'a pas vraiment existé dans la vraie vie. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'il est je m'en foutiste, et limite ça le descend un peu aux yeux des spectateurs, parce que bon bah il y a des trucs où il trompe sa copine, et bon c'est pas des trucs chouettes, alors que certains films biopics, souvent c'est pour mettre en valeur le protagoniste, comme dans Rocketman, ou j'allais pas dire Bohemian Rhapsody, parce que ouais, c'est un peu dans Bohemian Rhapsody, parce que ça montre pas trop les facettes de la drogue dont il était addict, je trouve. Ouais, je trouve que Un Parfait Inconnu, le film qui part de la vie de Bob Dylan, c'est vraiment incroyable. Je pense qu'il peut être dans le top 5 de l'année, je pense. Ensuite on a Conclave, c'est un film que j'avais pas du tout vu venir, que je suis allé voir avec ma copine au cinéma. J'ai été un peu séduit par l'affiche, un côté rouge, avec beaucoup de cardinaux qui se sont habillés. Je me suis dit que ça pourrait être très intéressant. Et j'ai pas été déçu, parce que le film parle d'un prêtre qui décède de façon inattendue et de façon mystérieuse. Et du coup on suit le cardinal Lorenz, qui doit être en charge d'organiser la sélection de son successeur. Mais avec des petites magouilles politiques, on voit que rien ne va pouvoir se passer de façon normale. Et on est très vite attiré par le fait qu'on ne sait pas qui sont les vraies bonnes personnes autour de ce conclave, et on a du mal à faire un choix entre les différents protagonistes du film, et c'est ce qui rend un peu tout le charme du film. Je pense pas qu'il va gagner, même si, bon, le film à la fin a une morale que t'attends pas du tout, et vu que je pense que cette cérémonie-là sert plus à transmettre des messages politiques qu'autre chose, avec l'élection de Trump, je pense que il pourrait pas gagner, mais ça je vais vous l'expliquer plus
plus tard avec Emilia Pérez. On a Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve, que j'ai beaucoup apprécié aussi. Il est très différent du premier. Le premier était plus long, il était plus scope, où genre vraiment t'avais des grands plans du désert où tu te faisais un peu chier. Alors que le deuxième, c'est pas du tout. Franchement, je crois le film il doit durer 2 heures. Et franchement, tu t'ennuies absolument pas. Ça s'arrête jamais. C'est une épopée que tu suis vraiment bien. Et t'as juste envie de crier Lisa Nightgate pendant tout le film. Je suis très pressé de voir la troisième partie. Parce que tu finis avec un cliffhanger à la fin du deuxième. Qui est incroyable. Que tu vois venir. Parce que c'est un film de héros, tout ça, du coup, élus, etc. Tu sens de venir. Mais je suis très pressé de voir ce que Denis Villeneuve va nous réserver. Ensuite, on a Emilia Pérez, que je n'attendais absolument pas. Et là, on va commencer à parler des comédies musicales. Alors, c'est simple. Alors, les comédies musicales, c'est quelque chose que j'ai jamais trop apprécié dans ma vie, à part quand on m'a forcé à regarder des films High School Musical avec mes sœurs quand j'étais petit sur Disney Channel. Mais franchement, ça me transcende pas. Sauf quand les musiques vraiment sont incroyables et que t'as envie de les réécouter après le film. C'est pour moi un bon indicateur que le film est réussi. Enfin, surtout cette comédie musicale-là. Et Emilia Pérez réussit excellemment bien dans son rôle. Ça parle d'un mafieux mexicain qui veut changer de sexe et du coup il va faire appel à une avocate pour faire toutes ces opérations pour changer d'identité, qui est jouée par Zoé Saldana. On a Selena Gomez, on a du Carla Sofia Gascon, je sais pas comment on dit. Ouais, Emilia Pérez, c'est vraiment une tuerie. J'ai adoré le fait que les musiques s'enchaînent extrêmement bien, qu'on a une synergie autour des musiques qui permettent de faire avancer l'histoire. Je trouve que la façon dont Jacques Audiard utilise l'écran pour faire bouger ses comédiens, c'est fabuleux. Emilia Pérez, c'est vraiment une énorme surprise. Je pense que on a sûrement le gagnant des Oscars, mais en fait je réfléchis bien, en fait non pas du tout, parce que je crois qu'il y a eu quelques polémiques au Mexique, parce que certains Mexicains disent que ça ne retrace pas trop la vérité sur tout ce qui est enlèvement et gang. Jacques Audiard, il a dit, je crois qu'il était désolé et qu'il voulait pas insulter la communauté mexicaine, mais moi en tant que Français, j'avais pas du tout ces idées de cartel, de problèmes d'enlèvement, et je trouve que ça l'a mis plutôt en valeur, enfin ça a plutôt dénoncé tout ce qu'il y avait comme problème, et alors que j'en avais rien à faire de tous ces problèmes là au Mexique, mais après avoir vu ce film là, je me suis dit ah oui, quand même c'est un problème sociétal là-bas. Voilà. Les musiques vraiment elles traitent beaucoup du sujet de la transidentité. Et ce que j'aime du coup dans ces comédies musicales de nouvelle génération, c'est vraiment que ça fait les musiques servent l'histoire. Les musiques qui servent le plus l'œuvre, c'est plutôt les musiques assez dites dynamiques. Par exemple, Joker 2, qui a été un énorme flop, je crois. Il a été détesté par la moitié de la planète. La plupart des musiques sont lentes, on s'ennuie, on se fait chier. Et le problème, c'est que quand tu te fais chier devant une musique, devant ta place de ciné, tu te dis je passe un mauvais moment. Emilia Pérez, la plupart des musiques qui sont diffusées pendant le film, c'est des musiques vraiment qui bougent, tu vois énormément de choses à l'écran. C'est simple, El Mal, je crois. La musique, je pense que c'est la musique principale du film. Le jeu de couleurs lors du passage de cette musique-là, il est incroyable. J'ai adoré Emilia Pérez. Je vous le conseille si vous avez le temps. Je pense qu'il va être sur toutes les plateformes. Je pense dans pas longtemps. Je pense sur Canal, il y est déjà, je pense. Voilà. Je suis toujours là. Un film réalisé par Walter Sall, je sais pas comment on dit. Je connais pas du tout. Je peux en parler. Je crois que c'est un film que ma copine m'a parlé, un film brésilien, je crois. Ouais, c'est ça. On a Nickel Ball, pareil que j'ai pas vu, mais je crois j'ai vu quelques images. J'ai pas envie de me spoil, j'ai pas envie de voir la bande-annonce, parce que souvent c'est des bons indicateurs que c'est des bons films. Si vous ne savez pas quel film regarder, souvent je vous conseille de regarder film qui a reçu le meilleur Oscar. Meilleur César des années 2010, tout ça. C'est comme ça que je suis tombé sur Parasite,
et que j'ai du coup montré à tous mes potes parce que j'ai trouvé ça incroyable. J'en avais entendu parler, mais ça me disait rien. Et dès que j'ai vu qu'il avait gagné l'Oscar il y a quelques années, je l'ai regardé direct. Ça m'a vraiment plu. Ça permet de découvrir des films. Là, par exemple, je sais que Je suis toujours là, Nickel Boys, The Brutalist, Anora. C'est des films j'en ai pas du tout entendu parler. Enfin, si, j'en ai un peu entendu parler, surtout Anora en France. Mais c'est des films que je vais aller voir direct. Pas besoin de voir la bande-annonce. Dès qu'ils sont disponibles au cinéma, souvent les cinémas les remettent quand ils sont nominés aux Oscars. Je vais les voir direct en fait, parce que c'est juste un gage d'une belle œuvre. Et bon, voilà. Nickel Boy, j'en ai pas entendu parler, mais je vais sûrement le regarder. The Substance. Alors The Substance aussi, c'est un film que j'avais pas du tout vu. Je sais qu'il y a Demi Moore dedans. Demi Moore, Margaret Keller, Denis Quaid, Hugo Diego Garcia, voilà. Ça traite de la femme et de comment elle vieillit. Et tu mélanges ça avec un peu du body horror. C'est un mélange vraiment que tu t'attends pas à voir ce film-là. Il te montre des choses que t'as pas envie de regarder. Te rend extrêmement mal à l'aise. Moi, il m'a rendu très mal à l'aise, mais tu sais pas pourquoi, t'adores. Tu passes ton temps à... Moi, j'ai adoré ce film... dans le sens où t'as envie de partir de la salle de cinéma, mais t'as envie de rester parce que t'as un côté un peu pervers, parce que tu te dis, waouh, où est-ce que la réalisatrice va pouvoir pousser son film, où est-ce qu'elle va réussir à aller plus loin, et franchement la fin, elle m'a choqué. J'étais sorti du ciné et je pouvais rien dire pendant 5 minutes parce que j'étais choqué des choses que j'ai vues pendant le film. Si vous voulez regarder un film qui va vous faire envie de vomir, parce que la fin, pour moi, elle est hardcore, assez sensible dans tout ce qui est body horror, quand tu vois des muscles se déchirer, comme là j'ai un flash, comme le film, je crois que ça s'appelle La Plage, je crois, un truc comme ça, de Mike Shyamalan, où c'est l'histoire d'une plage où les gens arrivent et ils vieillissent extrêmement vite, et à la fin, t'as des trucs vraiment hardcore, sur une fille qui se casse les os mais qui se ressolide directement, et c'est assez dégueulasse. C'est pareil, The Substance, pareil, c'est du body horror, vraiment assez bien amené, parce que même si la fin elle est assez what the fuck, tu l'acceptes. Et souvent quand t'acceptes ce genre de film un peu fantastique, c'est que c'est un film extrêmement bien réussi. Je pense que il va pas gagner l'Oscar, mais il va sûrement, je pense que Demi Moore va gagner le meilleure actrice. Et enfin on a Wicked. Alors bon, Magicien d'Oz, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Wicked, là c'est pareil, c'est aussi une comédie musicale, mais quand j'ai vu le casting, Ariana Grande, Cynthia Erivo, après on a du Jeff Goldblum, je sais pas, il a reçu des bonnes notes, mais ça me dit rien, enfin je sais pas. Magicien d'Oz, c'est un truc qui vraiment ne nous impacte pas, je trouve, en France, enfin très peu concernant l'Angleterre. Et non, ça me disait rien, mais je vais sûrement le regarder, hein. C'est quasiment sûr, mais je sais pas. Peut-être que je ferai mon mea culpa, en fait, ce film il est vraiment incroyable, mais quand j'ai vu la bande-annonce avec toute cette couleur, tout ça, tout ce monde magique, fantastique, mais un peu trop fantastique, girly, un peu tout ce que Netflix fait comme film, un peu girly, j'ai un peu, je sais pas, je trouve l'image elle est trop propre, c'est trop plat, enfin non, ça m'a, je sais pas, ça me plaît pas. Voilà, The Wicked par Chonju. Je connais pas. Du coup, meilleure réalisation, on a du coup Anora, The Brutalist, Imparfait Inconnu, Emilia Pérez, The Substance. Bon, meilleure réalisation, je pense que ça va être Imparfait Inconnu, je pense. Ouais, ça me choquerait pas, je pense. Meilleure actrice, là, ça, je l'ai dit, je pense que ça va être Demi Moore avec The Substance. Meilleur acteur, du coup, on a Adrien Brody pour The Brutalist, Timothée Chalamet pour Imparfait Inconnu, Colman Domingo dans Sing Sing. Alors, j'en ai aucune idée de ce film. On a Ralph Fiennes du coup dans Conclave. Alors ça va jouer soit entre Timothée Chalamet, soit Ralph Fiennes, ou le dernier nominé c'est Sebastian Stan qui joue le rôle de Donald Trump dans The Apprentice. Et je pense qu'il y a un monde où les Oscars font gagner Sebastian Stan dans The Apprentice pour vraiment faire un gros doigt d'honneur à Donald Trump, parce que ce film-là, The Apprentice, je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais il parle du coup de la vie de Donald Trump,
Et je ne sais pas comment on n'entend pas autant parler, parce que je trouve que la réalisation fait que t'as l'impression de voir un documentaire des années 80 dans une vieille télévision. Ils mettent un filtre de vieille télévision qui marche bien, à part quand tu rentres dans des scènes un peu plus intimes. T'as l'impression de voir quelqu'un qui pose vraiment sa caméra et qui filme un documentaire. Quand c'est des scènes d'extérieur, c'est très intéressant, mais quand c'est des scènes un peu plus privées, c'est bizarre d'avoir ce filtre de télévision. J'aurais bien aimé un switch différent dans le film. Sebastian Stan qui est connu pour faire le soldat d'hiver dans les films Marvel. Je pense qu'il y a un monde où ils font gagner l'Oscar du meilleur acteur pour ça. Mais bon, t'as 20% de chance que ça passe. Je pense que c'est soit Ralph Fiennes, soit Timothée Chalamet qui vont gagner le meilleur acteur. Meilleure actrice dans un second rôle. Alors on a Ariana Grande dans The Weeknd, Monica Barbaro dans Imperfect Inconnu qui joue le rôle de la chanteuse de folk qui a pas aidé, mais ils ont une relation avec Bob Dylan dans le film Imperfect Inconnu. Enfin, je sais pas, je pense pas. On a Felicity Jones dans The Brutalist. Ouais, je pense pas non plus. Et je pense que ça va être Zoé Saldana pour Emilia Pérez. Je pense que ouais, ça peut le faire. On a Isabelle Rossellini dans Conclave, mais pareil, j'ai aucun souvenir de cette personne dans ce film. Je pense que ça va être Zoé Saldana. Meilleur acteur dans un second rôle. Bon, on a Edward Norton dans Un Parfait Inconnu, Guy Pearce dans The Brutalist, Jeremy Strong dans The Apprentice, qui joue un peu le mentor de Donald Trump dans le film, qui un peu lui a fait un peu, comment dire, prendre conscience d'être un énorme connard dans la vie. On a Yura Borisov dans Anora. Ouais, bon, je sais pas, je mettrais Edward Norton dans Un Parfait Inconnu. Meilleur scénario adapté. On a Un Parfait Inconnu, Conclave, Emilia Pérez, Nickel Boy ou Sing Sing. Alors, Nickel Boys et Sing Sing, j'ai pas vu. Du coup, je pense que ça va être Un Parfait Inconnu, je pense. Meilleur scénario original, Anora, The Brutalist, 5 septembre. Je pense que The Substance de Coralie Fargate. Je pense que ça peut être un bon gagnant. Meilleur film d'animation, on a Le Robot Sauvage, Wallace et Gromit, Vengeance, ok, Mémoire d'un escargot, Vice Versa 2, Flo le chat qui n'a plus peur de l'eau. Vice Versa 2, je pense. C'est un Disney, je crois qu'il a battu le record au box-office. Je pense qu'ils vont pas s'embêter à... Je pense que j'avais vu un article comme quoi les gens qui sont dans dans le groupe des jurys des Oscars, enfin je crois qu'il y a plus de 1000 personnes, souvent ils regardent pas les films d'animation, souvent ils votent pour le film Disney, et puis voilà, bon c'est un peu triste, mais bon. Meilleur film international, Je suis toujours là, Emilia Pérez, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Je pense que ça va être Emilia Pérez. Meilleure musique de film, bon alors là, je pense que ça va être Wicked. On a The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez, Wicked et Le Robot Sauvage qui fait sa première apparition. Je pense que ça va être Wicked. Meilleure chanson originale, bon, El Mal. Si vous l'avez pas écouté, je pense que vous pouvez l'écouter directement après ce magnifique podcast que vous êtes en train d'écouter. Mais je pense que oui, El Mal, ça va gagner. Meilleur montage, bon... j'aurais mis The Substance, mais il est pas nominé parce que j'ai adoré le montage. Il est très dynamique. T'as surtout les plans où il filme la version jeune de Demi Moore dans le film, où elle fait ses clips vidéo, et je trouve ça trop dynamique, assez cliché des programmes de fit, de crossfit que tu vois à la télé dans les années 90-2000. Et j'adore le montage, mais il n'est pas nominé. Du coup, t'as Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez, Wicked. Bon. Comme d'hab, tous les films. Bon, je vais pas tout vous faire parce que bon, t'as encore meilleur décor, meilleur costume, meilleur maquillage, meilleur figurant. Non, je rigole. Au final, j'ai vu The Brutalist, un film que j'ai plutôt apprécié malgré la longueur du film. J'ai trouvé ça beaucoup trop long pour ce que ça racontait, mais l'histoire est assez touchante. On sent que t'as envie de suivre le personnage, t'as envie de savoir où est-ce qu'il va aller. Après, il tombe un peu dans la folie. Je trouve ça un peu facile, scénaristiquement parlant, de personnage principal,
deviennent fous à cause de la drogue. Tu le vois venir à 10 km. Et sinon, pour tout ce que j'ai dit à propos de Emilia Pérez, au final, il y a des tweets d'anciens tweets de l'actrice principale qui disaient des choses un peu xénophobes et un peu racistes. Du coup, je pense qu'il y a moyen qu'elle soit cancel et que, au final, Emilia Pérez ne gagne absolument rien lors des Césars et des Oscars. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser avec un petit son pour couper un peu mon avis sur la nomination des Oscars. Puis après ce son-là, je vais vous faire mon avis sur les Césars. Et je pense qu'on a d'excellents films français cette année. Et on se retrouve après. Ok, on se retrouve devant la liste officielle des nominations pour les Césars 2025. On a beaucoup de chefs-d'œuvre pour moi. On a du Emilia Pérez qu'on va retrouver, je pense qu'il va tout déglinguer. C'est simple, quand il y a un film qui est annoncé aux Oscars, souvent pour les Césars, il va se faire saucer de récompenses. On l'a vu pour Anatomie d'une chute, que j'avais regardé cette année aussi, que j'ai adoré, mais sans... Enfin, adoré, c'est bien un grand mot que je dis, parce que le problème de ce film-là, c'est quand ça se passe dans un tribunal. Souvent, je m'ennuie. Un peu comme dans Oppenheimer, à la fin du film, tout se passe dans un tribunal. Et je déteste... Enfin, c'est pas que je déteste, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un avocat qui parle. Les avocats dans les films d'affaires, dans tout ça, ils en font beaucoup trop. Et franchement, ça m'ennuie, mais un truc de ouf. Et du coup, la liste officielle des nominations pour les Oscars en 2025. Le César de la meilleure actrice, on a Adèle Exarchopoulos pour L'amour ouf. Carla Sofia Gascon pour Emilia Pérez. Asfi Herzi pour Borgo. Alors, c'est un film, je n'en ai pas entendu parler, c'est bizarre. Zoé Saldana pour Emilia Pérez et Hélène Vincent dans Quand vient l'automne. Je pense que c'est soit Adèle Exarchopoulos pour L'amour ouf, soit Zoé Saldana. Parce que souvent quand il y a un américain, surtout une américaine comme Zoé Saldana, qui est vraiment une classe internationale, bon, qui vraiment joue dans le premier Avatar, elle a le rôle de Gamora dans les films Marvel. C'est simple, si tu la vois présente lors de la cérémonie, c'est sûr c'est elle qui va gagner. Sinon, je pense que ça va être Adèle Exarchopoulos, tout simple. C'est-à-dire du meilleur acteur, on a François Civil avec L'amour ouf, Benjamin Laverne pour Enfant phare, Karim Leclou pour Le roman de Jim, Pierre Ninet pour Le Comte de Monte Cristo, et on a Tahar Rahim pour Monsieur Aznavour. Ok, alors là, il y a beaucoup de films que j'ai vu passer. L'amour ouf de Gilles Lelouch, qui est vraiment, enfin, dès que tu vois le titre et le début du film, tu sens que tu vas te prendre une claque, et je pense que je me suis pris une claque, ouais. Si je devrais... J'aime bien utiliser des notes pour un peu savoir mon avis, sachant que 10 sur 10, c'est pour moi un film parfait. Du début à la fin, il y a vraiment aucune faute, que ce soit montage, musique,
jeu d'acteur, scénario, je pense pour moi c'est un 8 sur 10. Ouais. L'amour ouf, c'est l'histoire d'une amourette entre un garçon et une fille adolescent qui se retrouvent beaucoup plus tard. Et il y a une sorte de choix que tu fais, que François Civil fait, enfin le personnage de François Civil fait au fur et à mesure du film, qui fait que il retrouve ou pas du coup sa copine Adèle Exarchopoulos. Ouais, la musique vraiment elle est incroyable. Gilles Lelouch le dit beaucoup dans ses interviews que c'est un hommage au film des années 80-90. Je suis assez d'accord dans le visuel, mais dans le terme de scénario et jeu d'acteur, pas trop, je trouve. C'est que mon avis, bien sûr, tout ce que vous écoutez, c'est que mon avis. C'est un avis subjectif que je fais sur tous les films que j'ai vus ou pas, que j'ai appréciés. Ce qui est un peu chiant, c'est que on parle souvent des films. Bah bon, bien sûr, s'ils sont nominés aux Oscars et aux Césars, c'est des films que j'ai beaucoup appréciés. Mais en troisième partie, on va parler de tous les films que j'ai vus. Bon, je vais éviter de vous parler d'Emilia Pérez, de L'amour ouf, tout ça, parce que j'ai déjà passé. Mais après, je vais vous parler des gros navets que j'ai vus. Parce que je vois beaucoup de films, mais je vois aussi d'énormément de bouse. Et j'ai envie de déglinguer des films, parce que ça me fait plaisir. Du coup, ouais, François Civil pour L'amour ouf. Benjamin Laverne pour Enfant phare. Alors, Enfant phare, c'est un film que, quand j'ai vu la bande-annonce, c'est l'histoire d'un mec, je crois, qui a un orchestre. Et je crois qu'il a besoin d'un personnage joué par un acteur que j'aime pas trop parce qu'il joue le fils des Tuches, Pierre Lotin, qui joue Jimmy Lecoq. Du coup, oui, le personnage de Benjamin Laverne va chercher du coup le personnage de Pierre Lotin pour l'aider dans sa fanfare. Et je trouve que c'était cliché sur cliché. Il a reçu, sur Allociné, il a reçu 4,3 sur 5, qui est une super note. Là, je pense que, encore une fois, je fais le mec qui dit que ça va être nul à chier, mais je pense que quand je vais le voir, je vais faire mon mea culpa. Mais la bande-annonce, elle me vendait un film que t'as vu 10 000 fois entre un personnage A qui a besoin d'un personnage B qui est dans un milieu un peu d'une vie ratée ou d'une vie... il est pas défavorisé, genre il vient pas des quartiers ou un truc comme ça, mais il était un peu perdu dans sa vie et je trouve ça cliché. Ça m'a vraiment pas plu la bande-annonce, du coup j'ai vraiment pas envie de le voir. Mais vu qu'elle a reçu une extrêmement bonne note et on a Benjamin Laverne qui a été nominé quand même pour le César du meilleur acteur, je pense que ça vaut le coup. Karim Leclou pour le roman de Jean, je n'ai pas vu, je vais pas me prononcer. On a Pierre Ninet du coup dans Le Comte de Monte Cristo qui est pour moi je pense le film qui devrait tout rafler mais qui ne va sûrement se faire bouffer un peu par Emilia Pérez. Le Comte de Monte Cristo, je crois que ça a été un record pas d'entrée parce qu'on a bien sûr le film qui n'apparaît dans aucune liste sauf une seule nomination, qui est bien sûr un petit truc en plus. Je me suis rendu compte que les Césars ne donnent aucune récompense pour les films de comédie. Alors j'ai vu l'info il y a pas très longtemps, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas depuis quand ça existe, mais c'est extrêmement triste parce que je trouve que quand même, le cinéma français fait quand même de très bonnes réalisations de comédie. Pas récompensé comme... mais je trouve que ne récompenser que Artus pour son meilleur premier film, je trouve ça un peu triste. Alors, Le Comte de Monte Cristo, c'est un film de KPDP, une adaptation de Alexandre Dumas, du même titre. Bon, c'est l'histoire d'un vengeance, un peu le Batman français de la Renaissance. Bon, c'est un film vraiment, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille de vite aller le voir, il est sûrement disponible sur ma canal. Pierre Ninet, vraiment, je pense qu'il va gagner le César du meilleur acteur. Je vois pas qui d'autre, à part Tahar pour Monsieur Aznavour. Mais franchement, Pierre Ninet pour Le Comte de Monte Cristo, pour moi, j'avais vu des critiques comme quoi il est un peu... Enfin, il fait du Pierre Ninet, quoi. Mais ce genre d'expression, ça veut tout et rien dire, je trouve. C'est souvent quand tu veux dénigrer quelqu'un et tu t'as pas d'argument. Je trouve que Pierre Ninet joue parfaitement le rôle du début du film où genre c'est une pauvre victime qui se fait un peu usurper sa place et on le retrouve plus tard en mode vengeance, le Batman français comme j'aime bien le dire. Il y a pas de souci à se faire pour Pierre Ninet. Et du coup on a Tahar Rahim pour Monsieur Aznavour. Pareil, Monsieur Aznavour, un film que j'attendais beaucoup. Si t'aimes pas la musique de Aznavour, je pense que tu vas pas trop apprécier le film. Il parle beaucoup de plus comment il a réussi à aller sur le toit du monde, parce qu'à vraiment à un moment il se compare à
Frank Sinatra. Et t'as vraiment l'impression que, alors je sais pas, j'ai pas été vivant à cette époque-là, mais vraiment c'était le boss du game en termes de musique. La réalisation des deux réalisateurs, Mehdi Dir et Grand Corps Malade, elle est incroyable. T'as un plan où t'as Aznavour qui chante sur scène et la caméra tourne autour d'Aznavour et je me dis soit ils ont utilisé un drone, soit ils ont fait de la magie, mais je vois pas comment ils ont pu réaliser ça parce que tu vois pas la perche, tu vois pas la caméra qui tourne autour du personnage, enfin t'es vraiment époustouflé par la performance du coup de l'acteur principal de Tahar Rahim, et tu t'es vraiment choqué du potentiel vocal que cet acteur-là a, et j'ai adoré. Voilà, Monsieur Aznavour, franchement c'est une de mes grosses claques aussi, je pense, dans mon top 5. Peut-être que je ferai mon top 5 si j'oublie pas à la fin, mais sinon t'as aussi beaucoup de choses que j'adore dans les films de biopic, c'est les petites stars qui apparaissent, comme par exemple dans Charles Aznavour, bon ça va être un petit spoil, mais tu vois Johnny Hallyday. Et ça, j'adore. Quand t'as plusieurs stars qui arrivent et t'as des histoires qui s'entremêlent, tu te dis, waouh, c'est dingue. Et ce qui manque un peu, je trouve, dans Un Parfait Inconnu, le film avec Bob Dylan, interprété par Timothée Chalamet, c'est que, bon, tu vois Johnny Cash, une énorme grosse star aussi de cette année-là, mais tu vois pas Elvis Presley. Même, il est même pas... Enfin, je crois pas qu'il est nommé Elvis Presley, alors que pourtant, c'est pas si vieux que ça, on est dans la même ère du temps, mais à mon avis, je pense que c'est juste une question de droit. Ils ont pas parlé de lui, mais je pense qu'il a beaucoup influencé la vie de Bob Dylan, parce que bon, c'est quand même le king, tu vois, mais en osant parler des Beatles, on les entend même plusieurs fois à la radio pendant le film, mais non, c'était trop bizarre qu'on n'entend pas parler d'Elvis Presley, et ce que j'adore, ouais, c'est les petits clins d'œil. Bon, la relation que Edith Piaf a avec Charles Aznavour, alors je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, moi, je connaissais pas trop la vie d'Aznavour, et justement, heureusement qu'il y a des films comme ça, réalisés par des très bons réalisateurs que tu vois, qui permettent de voir que ce genre de film-là sort. Franchement, ça m'a... Je suis sorti du film du Monsieur Aznavour, j'étais assez bouleversé par sa vie, et parce que de ce que Aznavour a réussi à entreprendre dans sa vie musicale. Ok, alors on a fait le César de la meilleure actrice et le meilleur acteur. Maintenant, on va le César de la meilleure actrice dans un second rôle. On a Élodie Boucher dans L'amour ouf, Anaïs de Moustier pour Le Comte de Monte-Cristo, Catherine Froux pour Miséricorde, Nina Maurice pour L'histoire de Suleiman et Sarah Souko en fanfare. Bon, Miséricorde, je l'ai pas vu. L'histoire de Suleiman, j'en ai entendu beaucoup de bien. Je pense que je vais le voir aussi dès que je peux. Et je pense que ça va être Anaïs de Moustier pour Le Comte de Monte-Cristo. Le César de meilleur acteur dans un second rôle. On a Laurent Lafitte pour Le Comte de Monte-Cristo, Bastien Bouillon pour Le Comte de Monte-Cristo, on a Alain Chabat pour L'amour ouf, ok, c'est bizarre, mais Jacques Develay pour Miséricorde et David Ayala pour Miséricorde. Alors c'est bizarre qu'on voit Alain Chabat parce que je trouve que c'est pas un personnage secondaire très important dans le film. Je pense que t'aurais pu le couper au montage, Alain Chabat, tu peux, parce qu'il joue le rôle de la fille du coup du couple. Vedette du film. Il joue un père un peu gentil, mais à la fois un peu vénère, mais il sait pas comment trop s'y prendre avec sa fille, et bon, ok, il joue bien Alain Chabat, mais je le décerne un peu César du meilleur acteur dans un second rôle, je sais pas ce qu'il fait là, mais là j'en ai aucune idée de qui va gagner. Je pense que ça va être Laurent Lafitte, je pense, pour Le Comte de Monte-Cristo. Le César de la meilleure révélation féminine. Ce qui est bien dans les Césars, c'est que tu vois que quand tu descends un peu dans les nominations qui sont un peu moins prestigieuses, t'as des films qui sortent un peu plus que tu vois dans les Oscars. Là, dans les Oscars, ça tourne beaucoup de The Brutalist, Un Parfait Inconnu, Emilia Pérez, The Substance. Et voilà, genre jusqu'à la fin, je trouve que t'as ces films-là. Alors que au César, bah là, t'as plein de films que j'en ai pas du tout entendu parler. Je dis ça, j'ai l'impression que quand je scrolle vers le bas, ça me contredit en fait. Là, au meilleur montage, pareil, L'amour ouf, Comte de Monte-Cristo, Emilia Pérez en fanfare, Le Tisseur de Suleiman. Meilleur costume, voilà, bon, je veux pas tout vous faire. Je pense que c'est soit Le Comte de Monte-Cristo, soit Emilia Pérez qui va tout rafler. L'amour ouf, je pense que ça va être le grand perdant de cette cérémonie. Je pense que je referai un petit podcast vite fait pour faire un retour là-dessus, et mes déceptions et mes réussites. En attendant, je vous laisse avec une autre musique. On va passer à la troisième partie de mon podcast où je vais parler un peu de tous les films que j'ai vus. Ça va aller extrêmement vite.
Ok, on se retrouve dans la dernière partie de mon podcast où on va parler de tous les films que j'ai vus cette année. On va aller très vite, on va commencer par Les Trois Mousquetaires, Milady, qui est la suite des Trois Mousquetaires, passer un très bon moment. Pareil, film de KPDP avec François Civil qui joue D'Artagnan. Ça va, après j'ai pas trop de souvenirs parce qu'il est sorti le 16 janvier. J'ai un bon souvenir, mais pas beaucoup. On a Dali, avec un film de Quentin Dupieux. Bah, c'est simple, les films de Quentin Dupieux, soit t'adores, soit tu détestes. Ce film-là a une scène d'ouverture où tu vois Dali qui marche dans un couloir pendant 5 minutes. Et tu sens que, c'est du Quentin Dupieux, hein, c'est du extravagant. Alors moi, c'est simple, j'adore tout ce que Quentin Dupieux réalise. Je trouve que vraiment ça change. Et souvent quand on parle d'IA et de remplacement par ordinateur de films, je trouve que les IA vont jamais remplacer le cinéma. C'est simple parce que t'as aucune IA qui peut faire des films comme Quentin Dupieux réalise. T'as Dali qui est joué par, je crois, 4-5 acteurs, et ça part dans tous les sens. T'as l'impression qu'ils se foutent de sa gueule, hein, de Dali à mais quand tu vois qu'il a vraiment été aussi extravagant, c'est bien, mais je trouve que tu casses le quatrième mur dans Dali, enfin, tu pars dans tous les sens, t'as vraiment un mal de tête, faut pas chercher à comprendre les films de Quentin Dupieux, et c'est ça ce qui est bon aussi. C'est vraiment, c'est un extraterrestre. T'as aussi ce contact pareil, où genre, t'as des plans séquences d'acteurs qui cassent le quatrième mur, qui s'adressent à la caméra, la caméra qui s'arrête en plein milieu, qui joue carrément un troisième personnage dans une scène. Faut vraiment pas se prendre la tête. Et voilà, Dali, bon film à regarder seul ou en famille. Non, je rigole. Faut le regarder tout seul parce que c'est tellement sur notre planète que si tu regardes avec quelqu'un qui est pas dans le délire, tu vas passer un mauvais moment et tu vas zapper. Regagnant, un film de Romain Choa et Maxime Govard. Regagnant, un film à sketch qui parle des gens qui gagnent au loto. Je l'ai revu récemment dans les périodes de Noël avec ma famille parce qu'on voulait regarder un petit film en famille et c'est assez marrant. Un film à sketch, ça se fait rare. Le dernier que j'ai vu aussi, c'était Les Nouveaux Sauvages, qui parle d'agressivité, un film argentin entre certaines personnes. Enfin, c'est trop assez dubitatif sur les films à sketch. Je trouve que on dirait que c'est un peu une fainéantise de on a eu des idées, on a plein d'idées, mais on n'a pas envie d'en faire des longs métrages. T'as une scène au début où t'as Fabrice Eboué qui joue d'un père de famille qui est un peu en galère de thunes avec Audrey Lamy, qui gagne au loto, et ils sont dans une course-poursuite infernale parce que la Française des Jeux va bientôt fermer, enfin, il faut aller vite. Et ça se cut, on a une autre histoire, enchaînée par une autre histoire, avec une autre histoire, etc. Et que tu le retrouves à la fin, tu suis la fin de l'histoire, et c'est assez réussi en soi, mais pourquoi pas avoir fait un film entier sur la vie de la première histoire, enfin, je sais pas, j'en ai aucune idée. J'aimerais bien avoir une réponse sur ça, mais voilà. Regagnant, mais j'ai pas que c'est quand même, je vous le conseille, il est sur MyCanal aussi. On a Sans un bruit, qui est le préquel de Sans un bruit, des films de John Krasinski. Alors bon, c'est des films thrillers, j'ai pas trop apprécié parce qu'en fait tu suis un personnage qui doit avoir le seul but de manger une pizza, et spoil, elle réussit à manger sa pizza en échappant bien sûr à des aliens qui réagissent au bruit. Ouah, j'ai pas trouvé l'utilité du film très impressionnante. En fait, quand la quête du personnage principal, c'est de la merde, comme manger une pizza, c'est un peu ennuyeux. Surtout que tu sais que le personnage va mourir parce que je crois qu'il est atteint d'un cancer. Du coup, elle s'en fout un peu de survivre ou pas. Et dans un film comme ça, où la seule quête c'est de manger une pizza, quand tu sors du film et que elle a réussi sa fameuse quête de manger sa pizza, bah t'es là, ok, bah j'ai vu tout ça pour ça, enfin, ça m'a un peu déçu. Sans un bruit, même si j'avais adoré le 1 et le 2, je crois. Mais voilà. Dune 2, bon, je vous ai déjà entendu parler, Denis Villeneuve, c'est incroyable, il passe beaucoup de choses, ça fait avancer, ça m'a même donné envie de lire les livres. Après, j'ai vu le nombre de pages et j'ai eu la flemme. Ensuite, j'ai vu la malédiction, la suite de Arkasha Stevenson, qui est sorti environ le 10 avril. J'ai pas du tout apprécié, quoi, un film d'horreur avec, qui est bourré de clichés, de jumpscare, tout ça, enfin, bref. J'aime pas beaucoup les films d'horreur. J'ai trouvé ça vraiment Enfin, je sais pas, ça sert à rien de faire des films comme ça, je trouve. Nous les Leroy de Florent Bernard. Bon, c'est différent parce que je suis le réalisateur, c'est lui qui fait le podcast, que j'ai écouté énormément. J'ai un avis très subjectif de la chose. C'est un bon film de famille,
un peu dépressif, mais sans plus. Je l'ai conseillé lors d'un de mes podcasts en début d'année, mais non, sans plus. C'est pas un film que j'ai détesté, mais c'est pas non plus un film que j'ai vraiment adoré avec le recul de l'année. J'adore que Florent Bernard, mais ça m'a... moi je pense après une bonne année, ça m'a pas plus marqué qu'autre chose. Alors que Civil War de Alex Garland, où tu suis une photographe de guerre dans une guerre civile dans les États-Unis, t'as cette question à un moment qui est posée du personnage principal avec un peu son assistante, son sidekick, qui dit que ouais, si tu meurs, je te photographerai quand même parce que ça fait partie du jeu. Enfin, ça fait partie du jeu, ça fait partie du boulot. C'est une question qui m'a vachement plu. Mais sinon, une scène finale de Civil War où t'es dans la Maison Blanche, je crois, ou dans un bunker où tu suis le président des États-Unis qui se fait un peu harceler par l'armée américaine. Ça m'a vraiment plu. The Fall Guys a réalisé par David Lynch, le regretté David Lynch, qui est mort il y a pas si longtemps que ça, avec Ryan Gosling et Emily Blunt. C'est un film que je dis à cascade, c'est-à-dire que t'as un scénario qui sert juste à faire des cascades, et c'était un peu le but, je pense qu'ils s'en cachent pas, et ils mettent un point d'honneur sur les cascadeurs du cinéma. En soi, c'est cool, mais mettre des cascades juste pour mettre des cascades, on dirait juste une démo technique à un moment de cascadeur, et je trouve que t'en as un peu trop. Le scénario n'a aucun sens, ça part dans tous les sens, c'est un peu n'importe quoi. Ensuite, on a un petit truc en plus du film Artust qui parle d'handicap mental et physique. C'est des films qui sortent vraiment tous les 10 ans, qui vraiment changent la perception du point de vue de l'handicap, et je pense que c'est un film qui durera vraiment dans le temps. J'ai adoré. Le seul bémol du film, c'est que je trouve que t'as une histoire d'amour entre du coup le personnage d'Artus et Alice Belaïd. T'as une histoire d'amour, je trouve, qui ne sert absolument à rien et qui est même un peu triste. Artus joue le rôle d'un handicapé. Du coup, le personnage de protagoniste ne tombe pas amoureux de lui. Enfin, il y a un peu de drague, mais c'est bizarre. Et une fois qu'il annonce qu'il est plus handicapé à ce personnage-là féminin, et bah là, il se pécho. Ça veut dire que c'est quoi la morale de l'histoire? Les handicapés n'ont pas le droit d'être en couple avec des personnes qui sont pas handicapées. Enfin, c'est bizarre, j'ai même trouvé un peu maladroit, et j'ai l'impression que je suis le seul à dire ça. Mais sinon, ça reste toujours un très bon film. Bon, je pense que vous l'avez sûrement regardé, il a fait plus de 10 millions d'entrées, un énorme succès que tu vois tous les 10 ans. Ensuite, on a le deuxième acte de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, c'est une vraie machine à faire des films qui ont vraiment leur saveur. Bon, j'en ai déjà un peu parlé quand on a parlé de Dali. Si t'aimes Quentin Dupieux, tu vas adorer. Si tu l'aimes pas, je ne te conseille pas. Ensuite, on a Mad Max Furiosa. Bon, j'ai regardé parce que t'as Anya Taylor-Joy qui parle de la suite. C'est un peu un préquel à la série Mad Max. Vu que j'adore Anya Taylor-Joy, je suis allé le voir directement. Et c'est un bon film d'action, quoi. Mais je sais pas, c'est un peu long, je trouve, à certains moments. Même si t'as d'énormes scènes d'action j'ai l'impression qu'ils sont réalisés sans trucage, sans effet numérique. Mais bon, un peu déçu du film, même si quand même il a fait plus d'1 million d'entrées, je crois. Enfin, pratiquement 1 million d'entrées box-office en France. Je sais pas, j'ai jamais trop aimé l'univers de Mad Max. Enfin, des mecs chelous dans un désert qui roule à vive allure. Bon, j'ai trouvé ça fait un peu, on dirait un peu un dessin animé des fois, je trouve. C'est un peu cartoonesque, je trouve. Le fait que George Miller a réalisé, j'ai pas trop apprécié. Ensuite, gros navet, Abigail de Tyler Gillett et Matt Pitellini Olpin. C'est une grosse merde, hein. Un film à la Netflix où c'est une comédie / film de vampire. J'ai très peu de souvenirs de ce film-là, je vais pas vous le cacher, je vous le conseille pas. Abigail. Ensuite, on a Vice Versa. Bon, j'en ai déjà parlé lors de mon podcast avec Fazer et Ludo. C'est un film qui parle d'anxiété chez les jeunes. Je trouve que c'est un bon parti pris de Disney de parler de ce genre de choses-là aux enfants, même s'ils comprennent pas
Ça parle aux adultes comme aux enfants. Le fait de parler d'anxiété quand t'es jeune, surtout quand t'es très jeune, c'est assez mystérieux quand même, je trouve. Et c'est un parti pris vraiment bizarre, mais qui continue. Et je pense que j'aurais adoré voir ce film quand si j'étais jeune. Ensuite, on a Survivre, un petit film français. Je pense que c'est le plus petit film à petit budget qui a fait le moins d'entrées. C'est ça, ce genre de film-là, j'adore aller voir. C'est un petit film français qui parle de tempête. Non, c'est pas une tempête, je crois. Il y a une énorme catastrophe naturelle et tu suis un peu une famille. Il dure pas très longtemps. C'est un peu mal fait, mais bon, c'est un petit film, du coup, c'est un peu normal, quoi. C'est un peu normal. Et j'aime bien parce que, vu que c'est fait par un petit réalisateur, contrairement à du Quentin Dupieux, George Miller, Denis Villeneuve, John Krasinski, vu que c'est... Bah, ça montre à quel point on peut être débrouillard et qu'on peut faire quand même des bons petits films en France. Même si t'as pas énormément de budget, c'est quand même intéressant. Survivre. Il a fait genre 97 000 entrées. Je pense qu'à mon avis, qu'il a été rentabilisé, je pense. Ensuite, on a, qui est sorti le 22 juin, The Biker Riders de Jeff Nichols. Alors, je vois le nombre d'entrées, je pense que lui, il a pas du tout été rentable, alors que j'ai adoré. Ça parle des premiers groupes de riders des États-Unis. Et souvent, quand je sors du film et que je me prends pour personnage principal, ce qui est arrivé du coup avec ce film-là, j'avais juste envie de prendre une bécane, une Harley et rouler au gré du vent sur la route 66. J'ai adoré. C'est un univers que je connais pas trop, le monde des bikers, mais je l'ai conseillé à Ulysse et il m'a dit qu'il avait bien aimé, vu que son père il est un peu là-dedans, dans tout ce qui est moto, tout ça. C'est un univers que je connaissais pas du tout et j'ai adoré, même si c'était un peu cliché des fois, en mode le personnage principal qui attend sur sa moto toute une nuit pour qu'une fille vienne le voir. Enfin, c'était assez marrant, je trouve. Ensuite, on a Le Comte de Monte Cristo. Bon, pareil, franchement, film vraiment que tu vois que lors d'une décennie. Je pense qu'il a fait quand même moins d'entrées qu'un petit truc en plus. Ensuite, on a Twister. Oh, le gros navet. Je crois que c'est une des premières fois où je me suis endormi au cinéma. Peut-être parce que j'étais fatigué, mais bon, c'est un film de tornade avec des acteurs. Vraiment, l'acteur principal de Twister, il me transcende pas. C'est Glenn Powell, que tu revois dans Tout sauf toi, des films vraiment nanardesques. Je sais pas, c'est genre cet acteur américain qui est beaucoup trop beau pour la vraie vie. Je sais pas, ça m'a vraiment pas plu. Enfin, avec une actrice qui s'appelle Kira Shika. Je sais pas, Twister, je vous le conseille pas, vraiment, une daube sans nom. Enfin, pour moi, bien sûr, c'est que mon avis. Ensuite, on a Deadpool et Wolverine. Je crois que c'est le seul film Marvel qui est sorti cette année. Que dire de plus le fait que Hugh Jackman reporte son costume de Wolverine est très intéressant, très drôle. Mais, avec le recul... En fait, le problème de Marvel, c'est qu'ils avaient une pépite. Ils avaient vraiment un truc qu'ils pouvaient faire de dingue, sauf que le problème, c'est que ils n'ont pas su s'accorder avec tous les films et toutes les œuvres qu'ils ont réalisées. J'aurais adoré voir Loki, par exemple, dans Deadpool et Wolverine, parce que tu vois qu'à la fin de la série de Loki, il devient un peu le chef des univers parallèles. Le genre de film là où t'as énormément de caméos, justement, tu fais apparaître Loki, tu fais apparaître... Après, c'est peut-être une question de droit et d'argent pour les acteurs, mais je sais pas, t'as envie qu'il y ait plus de connexion entre les films Marvel. Ils ont raté la suite de Endgame avec les univers parallèles, ils sont partis vraiment dans tous les sens. Et il y a des règles qui... Genre, par exemple, dans Deadpool et Wolverine, il y a une nouvelle règle qui sort en mode... maintenant, s'il y a un personnage important dans un univers qui décède, ça détruit l'univers. Voilà, enfin, nouvelle règle. Je sais pas, ça a été beaucoup trop mal mené, un peu l'arc univers parallèle. J'espère qu'ils vont pouvoir se rattraper avec les différents films Avengers qui vont sortir dans quelques années. S'il y a encore un public pour ça, bien sûr. Parce que j'espère bien qu'ils vont se péter la gueule, Marvel, avec toutes les boosts quand même qui nous sortent dernièrement. Ensuite, j'ai vu Jamais plus, ma copine qui m'a conseillé d'aller le voir. Bon, c'est un film d'amourette. Je suis pas la cible de ce genre de film. Conseille pas. Enfin, si, je peux le conseiller à des gens qui aiment ce genre de film-là. Jamais plus, je crois que c'est tiré d'un livre, d'une histoire d'amourette avec un peu de violence conjugale. Bon, j'ai pas été la cible du film. Ça m'a pas trop plu, ça a plu beaucoup à ma copine. Ensuite, Trap de Mac Shyamalan. Tu suis l'histoire d'un mec où le personnage principal est un tueur en série qui se fait piéger par le gouvernement américain lors d'un concert. C'est assez malin d'avoir changé un peu les codes
et tu suis le méchant, parce que souvent un tueur en série c'est un méchant, c'est pas bien, mais à la fin du film tu sens que tu switches et tu passes des côtés du gentil, et j'aurais bien aimé que ça pousse plus loin le fait qu'on suit le méchant et tu vois plus de... Enfin, j'ai même pas le souvenir si le méchant il réussit à s'en sortir. Je crois qu'il réussit à s'en sortir, mais t'es plus du côté de l'héroïne, je crois, parce que t'as une héroïne qui sert de chanteuse, qui aide du coup la famille, et non, je sais pas, j'ai beaucoup aimé le début de Trap, mais plus ça avance et plus je me suis ennuyé dans le film. Ensuite t'as Alien, bon Alien, j'adore la saga Alien, mais à force il y en a trop. Et bon bah c'est un film alien quoi, genre l'histoire d'un groupe de mecs qui veulent aller sur un vaisseau qui a été abandonné, ils ont reçu un signal, ils arrivent, ils ouvrent l'alien, ils ouvrent une porte, genre débloquent l'alien qui était bloqué là, ils sont tous sur un par un, et bien sûr après l'alien meurt ou il s'enfuit, bref, le problème de ce film là c'est que ils ont pas inventé la roue, et si tu veux voir un film alien tu vas adorer, mais bon, moi je veux être... je veux du nouveau quoi, je veux du nouveau, s'il te plaît là, Alien là, tu me fais pas rêver, je sais qu'il y a un nouvel Alien encore qui va sortir, je pense que ça va être le 22e je crois, non je rigole, mais voilà, j'ai Blink Twice, alors de Zoé Kravitz, j'ai le souvenir d'un film extrêmement nul à chier, où c'est l'histoire d'un milliardaire qui fait amener des filles sur une île et qui les fait prendre des drogues pour abuser d'elles. Et à un moment, quand l'héroïne se rend compte que c'est la merde, elle fait un truc, c'est que ils arrivent à se soulever. Mais un truc que je comprends pas, c'est que quand ils ont réussi à droguer les filles, ils peuvent faire des trucs dégueulasses avec elles. Par contre, quand elles se rendent compte de la supercherie, elles arrivent à faire une révolution, alors que normalement le méchant il devrait se dire bon c'est bon, on a pas pris la drogue, je m'en fous, ça change rien, on va quand même les tabasser, et bon c'est assez horrible, mais je sais pas, j'ai trouvé le twist du film, pas un twist mais la résolution du film un peu trop forcée. Je ne vous conseille absolument pas Blink Twist, vraiment un gros navet. Emilia Pérez, bon, j'ai adoré, de Jacques Audiard, je pense qu'il va tout rafler avec les Oscars et les Césars. Pic Noéville, oh oui, je pense que c'est le film le plus nul que j'ai vu. Je crois que c'est un film qui a été refait, comment on dit, c'est pas un film qui a été refait, mais c'est un film qui est ressorti avec une nouvelle patte de James Watkins. J'ai jamais vu un film aussi mal géré, la lumière... Ça se voit que tout est fait dans un studio. Si vous voyez ce film-là et que vous me disiez que c'est un bon film, je ne vous parle plus. Non, je rigole. En fait, à un moment, quand tu vois que la lumière, elle est mal gérée, que le scénario, ni queue ni tête. En fait, tu sais pas si... À un moment, t'as une scène entre les deux... Entre le couple de méchants et le couple de gentils. Tu sais pas si c'est une comédie ou un film d'horreur. Et c'est la première fois que je me suis permis de parler à haute voix, du coup, avec ma copine, que je suis allé voir ce film-là. Parce qu'en fait, dans la salle de cinéma, on n'était pas beaucoup, je pense qu'on était une quinzaine, et c'était vraiment un énorme navet, et tout le monde parlait à haute voix et rigolait du film tellement il était pourri. Et pourtant, je crois qu'il a eu des bonnes notes, Speak No Evil. 3,6 sur 5. Et je trouve que c'est un film extrêmement nul. Je comprends pas, genre, les avis sur Allociné, note spectateur 3,6, je me suis vraiment ennuyé. Après, c'était peut-être ma période où vraiment j'allais au cinéma pratiquement tous les jours, et ça m'a vraiment pas plu. Ensuite, Joker 2 de Todd Phillips. Alors, il s'est fait défoncer par la critique, et ce que j'ai compris du réalisateur, la vision du réalisateur, c'est que les gens se sont appropriés le Joker, et en faisant une comédie musicale avec cette œuvre-là, ça a permis de mettre un gros doigt d'honneur aux spectateurs et dire non mais arrêtez de vous approprier mon personnage, c'est mon œuvre. Et à la fin, carrément, c'est n'importe quoi. Le Joker, c'est passe pour une énorme victime. Je pense que les gens ont beaucoup trop aimé le Joker de la saga Dark Knight. Je pense que c'était soit un coup de génie, soit une erreur commerciale du réalisateur de faire ce choix de rendre le Joker vraiment nul, faible, tellement dépendant. En fait, ils auraient dû faire limite un film secondaire. Il a rien à voir avec le 1. Tu sens que le personnage du Joker n'a pas évolué entre les deux films, parce que à la fin du 1, ça devient vraiment le Joker, le méchant de Batman, tout ça.
et tu commences le 2, ça redevient une merde, et tu vois qu'il remonte la pente grâce au personnage de Lady Gaga, et non, c'est vraiment nul à chier, parce que normalement le Joker c'est un manipulateur, vraiment un mec qui planifie tous ses plans à l'avance. Et là, le fait de l'avoir fait passer pour une énorme victime, c'est soit une erreur, soit une décision de Todd Phillips d'avoir fait en sorte que le film soit comme il est, quoi. Il met un gros doigt d'honneur aux fans de Joker, pour dire non, mais vous appropriez pas mon personnage. Le Joker, voici ma vision. Voilà, mais bon, après, est-ce que du coup on est forcé d'aimer ça ou pas, vu que c'est une version différente du Joker qu'on connaît tous? Je sais pas, en fait, le problème c'est que vu que je suis tout seul dans mon podcast, je tourne un peu en rond. J'ai l'impression lors de mes critiques, du coup, je sais pas. Voilà. The Apprentice de Ali Abazi, bon, du coup, un film qui a pas eu grand succès, j'ai l'impression, surtout aux États-Unis, qui est le film biographique, le biopic de Donald Trump, où tu le fais passer vraiment pour un énorme connard. Il a été diffusé en France juste avant l'élection américaine pour essayer d'un peu changer les choses. Ça a pas du tout marché. Et bon, je ferai peut-être pas un podcast sur la politique américaine, pas maintenant, je pense, parce qu'il y a énormément de choses à dire avec tout ce que Elon Musk fait, tout ça. Quelque part, c'est intéressant. Quelque part, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais oui, The Apprentice, c'est un très... En tout cas, je le conseille, même ce que j'ai dit, le fait qu'ils ont mis un filtre un peu documentaire des années 80, je sais pas. Je vous le conseille pour voir à quel point Donald Trump est une énorme merde. L'amour ouf de Gilles Lelouch, bon, j'en ai déjà parlé. Monsieur Aznavour, que j'ai vu aussi, que j'ai adoré. Jury numéro 2 de Clint Eastwood, pareil, un film qui se passe dans un tribunal. Wow, ça m'ennuie énormément. La fin du film, tu le vois venir à 1000 à l'heure. Je vous le conseille pas. Ensuite, j'ai vu... Je crois le dernier film que j'ai vu cette année, c'était Jamais sans mon psy. Je crois que j'ai vu genre à peine le 1er janvier, je crois, ou le 2 janvier. Un film avec Christian Clavier et Baptiste Le Caplin. Bon, comédie française, comme on sait les faire. Ça me déplaît pas de voir ce genre de film-là. C'est drôle, sans trop révolutionner le genre. C'est moyen bien. Je dirais, si je devrais mettre une petite note, c'est au-dessus de la moyenne. Je pense 6. 6 sur 10, je pense. Voilà. Si vous, bien sûr, s'il y a une de mes critiques qui ne vous a pas plu ou vous voulez approfondir, n'hésitez pas à m'envoyer moi un message. Il y a mon mail que je mets sur mon YouTube ou sur mon lien Spotify, que vous pouvez m'envoyer un mail ou même sur Instagram. Je suis peut-être allé un peu trop vite sur mes avis de films et mes critiques, parce qu'il y a vraiment, j'ai parlé de beaucoup de films lors de ce podcast, et si vous voulez que on débatte sur des films genre pourquoi j'ai des goûts de merde, voilà,